d'un groupe qui s'appelle ADO, qui réunit un certain nombre d'enseignes de bricolage et de décoration, qui est un groupe qui fait 19 milliards de chiffre d'affaires. Leroy Merlin France en fait 6. Notre mission d'entreprise, c'est d'accompagner les habitants à réaliser leurs projets. Donc on s'éloigne un petit peu du retail. Notre métier à la base, c'est le retail, mais notre mission avant tout, c'est d'aider et d'accompagner les habitants plus largement. Je crois que j'aurai l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Tison. Donc c'est le 4e groupe de la grande distribution alimentaire en France, avec un peu plus de 1600 points de vente sous les enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile, avec un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros et un peu plus de 65 000 collaborateurs. Parfait. Donc on va commencer en fait par le temps le moins agréable, le temps faible. Je vais rappeler rapidement ce dont il s'agit. C'est un temps inutile. C'est un temps lié à un acte de nécessité, pas un acte de plaisir. C'est un temps d'attente, de déplacement, de recherche, etc. Et il y a beaucoup de promesses technologiques qui tournent autour de son raccourcissement, voire de sa disparition. Émilie, on va commencer par toi. Dans la grande distribution, on imagine que c'est un vrai sujet d'attention, traquer ces temps faibles, surtout que toutes les enseignes sont passées en stratégie omnicanal. Donc ça veut dire faire disparaître le temps faible sur tous les canaux. C'est quoi l'enjeu pour vous et comment vous le traitez ? Alors d'abord, en magasin physique, aujourd'hui 75% des Français préfèrent faire leurs courses en magasin physique, parce que le choix des produits est plus varié, qu'on peut toucher, sentir, essayer les produits, parce qu'on les possède instantanément et également pour pouvoir découvrir des nouvelles choses. Alors le Français aime son magasin, mais le Français râle. Et un des critères rédhibitoires, c'est le temps d'attente lors du passage en caisse. Alors que fait la grande distribution pour rendre son client heureux ? Donc il y a plusieurs initiatives aujourd'hui. On estime le temps de passage en caisse à environ 11 minutes par client, ce qui est énorme dans un parcours d'achat. Donc, différentes initiatives. On a la file d'attente virtuelle. Donc, le principe, c'est sur son mobile, on réserve un créneau de passage en caisse, en entrée en magasin ou lors de son parcours d'achat. Il y a également la file d'attente unique, donc qui permet de traiter 3 fois plus de paniers qu'une file d'attente classique. Et puis également d'éviter le syndrome de la file d'attente où, quelle que soit la caisse qu'on choisit, son voisin va toujours beaucoup plus vite que nous. Donc le principe, c'est qu'on a une seule file et il y a un écran qui nous indique dès que la caisse est disponible vers quelle caisse se rendre. Il y a également les puces RFID qui permet de détecter le produit quel que soit l'endroit où on scanne le produit et ça fluidifie le passage en caisse. Et puis enfin, un des gros problèmes de la grande distribution, c'est que tout le monde vient le samedi, même nos petits vieux. Et donc on voudrait les encourager à venir pendant les heures creuses, avec ce qu'on appelle des happy hours et des avantages différenciants dans ces heures-là. Alors sur le web, 100% des clients qui font leurs courses sur le web, c'est pour gagner du temps. Donc il ne faut pas être déceptif. Et l'idée, c'est de mettre en place des dispositifs pour faciliter la mise au panier. Donc, il y a les listes de courses préenregistrées. Et puis, il y a également, par exemple, on propose des recettes ou des thèmes et en un clic, il y a tous les ingrédients qui sont mis au panier. Alors, il y a aussi le drive, qui est la solution pour gagner du temps, puisqu'on réserve son créneau. Et on vient quand on veut en magasin et en 5 minutes, un gentil vendeur vient nous mettre nos courses triées dans notre coffre. Donc historiquement, on cloisonne beaucoup le parcours physique et le parcours sur le web. Aujourd'hui, on parle de Figital et comment le magasin physique est la prolongation de ses achats sur le web. Donc on vous a mis quelques exemples. Donc quelques enseignes de prêt-à-porter mettent des options de essayer en boutique. Donc vous réservez vos vêtements en ligne et ça permet de s'assurer sur la taille, sur la couleur. Vos vêtements vous attendent en boutique pour pouvoir les essayer. Il y a le click and collect où vous réservez vos produits en ligne et vous venez les récupérer sous 1 heure en magasin avec un code envoyé sur votre
SMS. Et puis, il y a aussi la géolocalisation indoor, qui permet, vous préparez votre liste de courses, et en magasin, on vous guide pour retrouver tous vos articles. Donc, en conclusion, aujourd'hui, pour répondre aux attentes de nos clients, qui sont toujours plus de rapidité et d'instantanéité, il faut penser la digitalisation du point de vente. Merci. Stéphanie, de ton côté, il y a un temps, je crois, qui vous est assez cher parmi les temps faibles, c'est le temps de la livraison. C'est extrêmement frustrant d'attendre. On a vu d'ailleurs les canons de la profession passer de livraison en 48 heures, 24 heures. Maintenant, c'est same day, c'est sous 1 heure. Pourquoi c'est si important et comment vous faites pour le traiter, ça ? Alors déjà, je voulais signaler qu'historiquement, les distributeurs n'ont pas forcément regardé le sujet sous le prisme du temps. Et si on regarde l'expérience client, qu'elle soit web, mobile ou magasin, omnicanal, on va dire, on parle d'expérience fluide, et quand on prend le sujet à partir du temps, on voit qu'en fait, il reste encore énormément d'irritants. Et ce principal irritant, alors il se retrouve à différents endroits de la chaîne, et tu l'as signalé, mais en particulier sur la livraison. Et aux États-Unis, on voit très clairement qu'il y a Amazon a donné clairement le ton avec Amazon Prime, où vous avez commencé par à garantir des livraisons en moins de 2 heures, puis moins d'1 heure, et à San Francisco, on est à moins de 30 minutes aujourd'hui en bêta. Donc ça devient limite irrationnel. Ça relève limite du caprice, mais on est vraiment dans ce registre-là de l'instantanéité, de l'express. Et donc les distributeurs n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans cette instantanéité et cet express. Et ça se matérialise dans la livraison par je veux me faire livrer en moins de 2 heures. Le modèle aux US, le modèle économique à trouver, il est sur le same day delivery. Donc je commande le matin, je me fais livrer l'après-midi, mais de plus en plus on le voit, et nous on le voit sur des projets, quand nos clients, nos habitants ont des projets, se faire livrer alors qu'il y a les ouvriers sur son chantier, se faire livrer dans la journée, c'est absolument capital, et du lourd et de l'encombrant et dans la pièce de son choix, et pas prendre un RTT pour attendre pendant une demi-journée la livraison qu'on garantit historiquement entre 9h et midi ou 14h et 18h. Donc ce point de la livraison, on peut tout faire pour faire commander en 3 clics sur le web, mais si on se fait livrer 5 jours après, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, on a travaillé avec pas mal de startups. Aujourd'hui, des Uber de la livraison, il y en a un certain nombre. Alors ça, on parle. Le visuel que vous voyez là, c'est la livraison collaborative, c'est-à-dire qu'en plus de la livraison, donc via ces Uber de la livraison, qui sont des startups qui apportent à la fois des outils, mais également qui fédèrent des réseaux de capacitaires et qui permettent de livrer, et de notre côté d'être plus agile et d'aller beaucoup plus loin. On va avoir recours à la livraison collaborative. Alors la livraison collaborative, c'est quoi ? C'est clairement des clients qui sont en magasin, par exemple, et qui ont acheté, comme vous et moi, un produit et qui sont géolocalisés, s'identifient sur une plateforme et vont proposer à d'autres clients de les livrer. Donc le business model, c'est que ça se passe entre clients, et nous, en tant que distributeurs, là, on devient intermédiaire. C'est-à-dire qu'on prend une commission sur les livraisons effectuées par les clients pour les clients. Voilà, c'est un exemple. Autre exemple d'urgence, alors ça c'est peut-être après. Autre exemple d'urgence, c'est le dépannage. Aujourd'hui, les habitants veulent être dépannés immédiatement. Il y a un dégât des eaux, une canalisation qui fuit. Il faut absolument qu'on garantisse un dépannage express, et les promesses aujourd'hui des Uber du dépannage, qui existent aussi, il y a pas mal de startups qui sont là-dessus, avec lesquelles nous collaborons, c'est 1h30. En 1h30, si vous êtes en milieu urbain, on peut venir vous dépanner. Voilà, donc c'est une offre qu'on lance prochainement. On voit que dans tout le milieu des startups, finalement, les problèmes que les startups sont en train de résoudre tournent beaucoup autour évidemment de l'argent, mais beaucoup autour du temps. Et donc, il y a pléthore de solutions sur le marché. Sur la perception de l'attente en magasin, tu as quelques chiffres à partager avec nous, de voir justement sur ce temps d'attente. Alors effectivement, des irritants dans l'expérience, il y en a encore un certain nombre en magasin, notamment quand on a des très grandes surfaces et qu'on est toujours en train de chercher un vendeur ou d'attendre, je sais pas, la découpe. Là, c'est une étude qu'on avait fait sur l'atelier découpe. Donc, quand vous avez besoin de faire découper du bois ou n'importe quel matériau,
On avait interrogé nos équipes et on voit que l'irritant client, il rejaillit directement sur l'irritant collaborateur, où clairement il est dans un inconfort total. Quand je cherche un vendeur de la même manière, je constate qu'il est pris déjà, il y a 4 clients qui font la queue et qui le suivent derrière. Donc comment, avec la technologie aujourd'hui, et notamment des systèmes de tickets digital dont on vient de parler, on arrive à redonner un peu de maîtrise du temps. Le miroir du temps faible, dont on va parler maintenant, c'est le temps fort. C'est celui qu'on veut vivre partout, tout le temps. C'est l'optimisation du temps. C'est devenir acteur plutôt que spectateur. Et surtout, c'est une impulsivité qui n'est pas frustrée. C'est cette expérience permanente, la seconde de vérité émotionnelle. On est plus dans l'ordre de l'émotion que dans l'ordre du rationnel. Comment est-ce que chez Leroy Merlin, par exemple, vous traitez ça, l'émotion, le plaisir? Comment vous instruisez ça? Alors, on a un métier qui est un peu vaste, parce qu'en dehors d'être vendeur de clous et de vis, on a quand même le privilège de pouvoir un peu réenchanter les gens dans la réalisation de leur projet. Donc avant la réalisation, il y a l'inspiration. Et l'inspiration, je vais regarder sur Pinterest, sur Instagram, de quoi m'inspirer. Et puis, il se passe plus rien. Puis tout d'un coup, je vais en magasin, puis j'essaye de sélectionner des produits. Et donc, nous travaillons sur l'expérience qui consiste à inspirer et à aider le client jusqu'à la réalisation, voire plus. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer au client de prendre une photo de son intérieur et de lui offrir la possibilité de projeter cet intérieur avec les produits que nous proposons, donc d'avoir en 3D directement une vue de sa réalisation avant même qu'il ait engagé quoi que ce soit, et avec la liste de ses produits associés, plus le service s'il souhaite le faire, qui est en milieu urbain une vraie tendance, le do it for me, et donc on va aller proposer là aussi des services d'accompagnement de l'inspiration jusqu'à la réalisation, et on le fait également avec des startups pour aller plus vite, encore une fois, question de temps. Alors, autre manière de réenchanter, c'est on peut réenchanter en point de vente, donc en redonnant du temps, justement en tuant ce temps faible. Une autre manière de réenchanter, c'est l'axe autour de l'apprentissage et du faire. Il y a une grosse tendance, je ne sais pas si vous êtes familier avec le monde des makers, les gens qui font. Donc c'est vraiment un courant mondial. Évidemment, le lien avec Leroy Merlin, c'est que nous, on est dans ce qu'on appelle le DIY, donc a priori nos clients, pour un certain nombre, sont bricoleurs. Et en parallèle, il y a plein de gens qui ont envie de se réaliser par le faire, qui n'avaient pas osé tenter. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux qui s'appellent des Fab Labs ou des Makerspace. Et chez Leroy Merlin, on a pris ce pari qui est de lancer Tech Shop. Tech Shop, c'est un réseau de Fab Labs aux États-Unis. Il y en a dans toutes les villes aux US. Et quand vous rentrez dans ces espaces-là, vous avez de quoi faire. Donc c'est un espace où il y a des machines, mais également un accompagnement humain. Donc nous, on a une équipe interne de Dream Consultants qui vont accompagner des gens qui veulent faire. Les gens qui veulent faire, c'est vous et moi. Ce sont des étudiants, ce sont des entrepreneurs, des designers, des retraités, des gens qui vont passer du temps à apprendre et à s'entraider. Donc au-delà des machines, de l'expérience d'accompagnement d'un point de vue humain, il va y avoir également une notion de communauté. En fait, c'est des lieux d'entraide qui deviennent des lieux d'intelligence collective. Et vous voyez, on est assez loin du retail et en même temps, on est très proche de nos métiers parce qu'on observe la manière dont les gens se réapproprient le temps en voulant apprendre, en voulant s'aider et en voulant créer. Et là, on est vraiment dans l'épanouissement par le faire. Donc vous voyez, voilà, ça se passe comme ça. Il y a des gens, mais vraiment très différents, qui font. Quand vous rentrez dans ces lieux, je vous encourage à y aller. On en a un à Paris-Ivry, un autre à Lille et un autre qui va ouvrir à Station F d'ici un mois. Vous verrez, il y a plein de machines à coudre à côté. Les machines à coudre, c'est incroyable le succès
Et il n'y a pas que des filles qui font de leur collection, leur nouvelle collection. C'est n'importe qui utilise la machine à coudre. Alors certes, elles ont évolué, elles sont programmables, elles sont liées à l'impression 3D, etc. Mais à côté de l'impression 3D, on a des machines à coudre, on a des fraiseuses, on a des fours, on a de quoi faire de la customisation et de la personnalisation, qui est là aussi une tendance énorme, notamment auprès des millennials. Il est aujourd'hui hors de question pour eux d'acheter des produits sur étagères standardisées. L'idée est d'acheter des palettes et de détourner, de personnaliser l'objet et d'y mettre de soi, quoi. Que l'objet incarne ce que l'on est et surtout avoir un objet différent de son voisin. Voilà, donc ça c'est des exemples aussi de start-up avec lesquelles nous travaillons qui nous permettent d'aller plus loin dans le faire et qui rendent des services entre particuliers. Ça c'est ce qu'on a vu précédemment, je pense que tu peux passer. On va maintenant parler du paiement et du paiement invisible. Alors, j'ai mis, c'est une parodie, je ne sais pas s'il y a des gens d'Amazon, mais la meilleure façon d'avoir le paiement invisible, c'est de ne pas payer. Non, c'est une parodie. La meilleure façon de payer de manière invisible, c'est de ne pas payer. Voilà, bon, c'est l'objet de la parodie. Évidemment, ne faites pas ça chez vous. Donc le paiement, je vous ai dit, c'est un darwiniste. Il s'adapte à tout, et donc notamment, il doit s'adapter aux temporalités, aux accélérations. Il doit répondre à des perceptions non négociables, instantanéité, universalité. Quand on a préparé la table ronde, Émilie, tu m'as parlé d'un truc, ça s'appelle la barrière de péage du magasin. Ça fait super peur. Tu peux nous expliquer en quoi vraiment comment le paiement s'inscrit là-dedans et notamment comment est-ce qu'on peut dépasser ça ? Alors oui, effectivement, donc le client va dans le magasin, sa liste est longue, il est heureux, il a tout trouvé, il est temps de rentrer chez lui. Et là, on lui dit, ah non, il va falloir affronter la barrière de péage, ressortir tous ses articles, chercher enfoui dans son sac son porte-monnaie, sa carte de feed, ses coupons et payer. Donc là, on a illustré le parallèle entre le péage de Saint-Arnoux à l'ouest parisien. Donc le vendredi soir dans un sens, le dimanche soir dans l'autre, en parallèle d'un supermarché un samedi, un jour d'affluence. Donc d'un côté, il y a le T qui permet de ne pas avoir vraiment l'impression de payer et de ne pas attendre. Et de l'autre, que fait la grande distribution ? Donc aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est de rendre l'acte de paiement le plus indolore et donc le plus invisible possible lors du passage en caisse. Quand on regarde un petit peu ce que font nos clients pendant ce temps d'attente pour rentabiliser leur temps, ils sont tous sur leur mobile. C'est un peu exagéré, mais globalement, on en est tous là. Et donc, on pense que le paiement mobile, c'est la solution demain aujourd'hui, mais c'est assez anecdotique en France encore, pour fluidifier le passage en caisse et répondre aux enjeux qui est de rendre le plus indolore possible l'acte de paiement. Donc le démarrage est timide sur le paiement mobile. Ça a été la même chose sur le sans contact, avec tous les freins psychologiques liés à la sécurisation du paiement. On pense quand même que le paiement mobile va exploser dans les années à venir et qu'il y a une réelle opportunité. C'est pour ça que toutes les enseignes se positionnent. Le paiement, c'est bien, mais si on ne fait que du paiement, on n'arrivera pas à convaincre nos clients. Donc il faut apporter de la sécurité et puis des avantages additionnels. Et c'est là que le wallet commerçant prend tout son sens. Comment en un seul geste sur son mobile, on paye, on cagnotte ses points carte U, on utilise ses bons de réduction, on obtient ses tickets de caisse et ses tickets carte bancaire. Donc le paiement mobile, on y croit, le wallet, on y croit également. Donc on travaille comme nombreuses enseignes sur le sujet. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi un partenaire de choix, puisqu'on a choisi Monext. Mais comme il y a des concurrents dans la salle, je vais m'arrêter là. Sur le paiement invisible, donc c'est une espèce de graal absolu de la profession. Et puis on voit tout le buzz qu'a fait Amazon Go, c'était très médiatisé. De ton point de vue, c'est un exemple à suivre, c'est un gadget. Enfin, comment vous appréhendez ça ? Alors effectivement, Amazon Go, avec son magasin du futur, a fait le buzz.
Un parcours client sans caisse, sans règlement et sans file d'attente, c'est un peu le rêve absolu. Donc le buzz a marché. Le lendemain de la sortie de la vidéo en ligne, j'ai reçu 3 appels et 5 mails pour me demander « Et nous, on fait quoi ?» Globalement, on y croit. Bon, pour la petite histoire, les clients rentraient dans le magasin. Le choix de leurs articles était détecté par des caméras sans fil. Et puis, ils sortaient du magasin en scannant leur mobile et leur parcours d'achat était terminé. Le magasin faisait 200 mètres carrés. Nos magasins en moyenne, c'est 4000 mètres carrés. Et puis, c'était des salariés donc, de Amazon. Donc, les jours d'affluence, on croit peu aux caméras sans fil qui détectent automatiquement les produits qu'on utilise dans les magasins. Donc, on croit au parcours de demain, à court terme, à l'instar d'Amazon Go, mais plutôt le client rentre dans le magasin, scanne ses articles avec son mobile, donc soit scanne le QR code ou par la solution NFC avec des puces sans contact, et puis scanne son mobile en sortie de magasin, ça permet de l'identifier et de payer. Et puis, il retrouve à tout moment ses transactions, ses avantages sur son mobile. Donc, pour nous, c'est un parcours réaliste à court terme. Merci.